Alors on commence la FAQ avec Vinacier et Ebritil qui me demandent comment est né l'atelier et si j'y bosse seul. Je me suis permis de regrouper vos questions parce que bon, finalement c'est un peu la même réponse, hein. Alors comment est née la chaîne Atelier Anarconia? Bon bah déjà merci pour vos questions et retours, hein, ça fait super plaisir. Alors ça va peut-être vous surprendre, mais en fait c'était un projet de confinement à la base, hein, né d'un délire entre potes. Donc en gros, en fait, pour la plupart on est très fan de Alteris. C'est un mec qui fait de l'Uchronie sur YouTube. Et nous, on s'était imaginé une terre qui devenait anarchiste en plein milieu du Moyen-Âge. Et à partir de là, en fait, on a un peu greffé nos passions. Donc moi, j'étais à la musique, ma camarade était plutôt à l'écriture et au dessin, mon camarade plutôt la vidéo. Je dis camarade, mais c'est pour respecter leur anonymat, hein, parce que bon, sur la chaîne, il se trouve que je suis le seul qui ait donné son nom, Cornaline, un peu malgré moi, parce que voilà, je suis en train d'essayer d'être intermittent du spectacle en ce moment, et donc je préfère mettre toutes les chances de mon côté, parce que voilà, c'est déjà assez compliqué comme ça. Mais de base, on comptait rester anonyme, hein. Du coup, pour en revenir au délire, on avait poussé le bouchon assez loin, et on avait commencé à créer plein d'histoires à partir de cette idée. Donc à la base, le projet est né de ça. C'était un peu un truc pour s'occuper pendant le confinement. Et en soi, on n'était pas censé continuer la chaîne après. Alors bon, mes deux camarades sont passés un peu à autre chose après le confinement. Même si des fois, ils reviennent de temps en temps pour me filer un petit coup de main pour faire du montage ou de la fiction. Notamment dans le livre de Clavius Sartor. Des fois ma camarade s'occupe un petit peu de la communication, mais bon, c'est devenu assez occasionnel, parce que ouais, en fait faut savoir que moi les messages c'est une catastrophe, hein. Chez moi c'est vraiment mon gros défaut. Je suis du genre à répondre 3 ans plus tard, parce que en fait je fais partie des gens qui lisent le message mais qui répondent dans leur tête et qui du coup oublient de répondre. D'où cette FAQ d'ailleurs, parce que là je sais que je vais forcément répondre, du coup ça va être en vrai. Donc voilà, en général c'est plutôt sur elle que vous tombez quand l'atelier répond à vos commentaires. Parce que quand c'est moi, souvent je le précise, hein, je mets un petit cornaline en dessous. Mais bon, comme vous avez pu voir, ça se fait de plus en plus rare parce que là en ce moment je suis plutôt seul sur la chaîne. Voilà, ça c'était pour répondre à ta question, Ebritil. Et d'ailleurs, j'en profite pour leur faire un petit coucou au passage, hein, parce que peut-être qu'ils verront la vidéo. Donc voilà, hein, j'espère que vous allez bien en Bretagne et dans le sud. Ici à Paris ça craint, hein, parce que voilà, il va y avoir les JO, là ça va être chiant. Mais bon, c'est pas le sujet. Et clairement, avant toute rumeur de drama ou je ne sais quoi, je tiens à préciser, moi je leur en veux pas du tout d'être moins présent aujourd'hui sur la chaîne. Tout s'est bien passé parce que de toute façon c'est ce qu'on s'était dit. C'était un petit délire comme ça qu'on alimentait tant qu'on devait rester chez soi. Et puis ils ont fait leur vie à côté. Moi j'ai fait le choix de rester parce que je me plaisais bien dans ce projet. Puis je me voyais bien continuer à le développer. Donc voilà, c'est comme ça qu'est né l'atelier Anarconia. Donc histoire trop improbable, parce que j'imaginais pas du tout que ça allait parler du monde. Et quelque part le fait que vous soyez là, je pense que ça a énormément joué sur le fait que j'ai décidé de continuer. Alors après il y a eu du changement, hein, depuis, parce que tout ça c'était il y a 3 ans quand même. Entre temps ma conception de la chaîne elle a pas mal évolué. Le fait que je sois seul, finalement ça a fait que je suis plus polyvalent. En plus le temps fait que j'ose plus de choses aujourd'hui, hein, par rapport à avant. Parce que finalement le fait que ce soit en anonyme, ça permet de faire totalement ce que je veux. Je peux expérimenter plein de concepts que je me permettrais pas forcément de faire sur mon projet Cornaline. Surtout que c'est pas du tout une chaîne avec laquelle je compte être professionnel. Déjà je comptais même pas être connu avec, hein. En fait j'ai trop de trucs à exprimer pour me restreindre à mon compte professionnel où là je poste que des reprises. Donc je partage un peu mon quotidien par là. C'est un peu comme une sorte de vlog en fait, ce que vous suivez, et un lieu où je suis beaucoup plus moi-même. Et c'est ça que j'aime sur cette chaîne, c'est qu'il n'y a pas de règles que je me suis fixées. J'ai aucune obligation et je me prive de rien. C'est-à-dire que si demain je veux faire une vidéo où j'explique comment on fait des pommes de terre au four, clairement je vais pas me priver de le faire. Puis son nom, Atelier Anarconia, prend aussi un autre sens finalement, pour ma part en tout cas. C'est comme ça que j'appelle mon studio maintenant, parce que c'est là où je fais toutes mes créations. Donc ça devient comme une sorte d'usine en fait, même si je préfère le mot atelier parce que bon, usine c'est un peu obscur. Du coup j'espère avoir bien répondu. Alors après il y a plein de trucs que j'aurais pu dire, hein, parce qu'on n'a pas tout le temps été que 3 sur la chaîne. Il y a eu d'autres musiciens, hein, qu'on a invités à créer ici. Notamment un de mes potes que vous avez probablement déjà entendu parce que c'est lui qui joue de la cornemuse dans l'international. Mais j'avais aussi renoué avec des anciens groupes de punk que j'avais quand j'étais au lycée. Alors bon après voilà, on n'a pas trop continué parce qu'on sentait bien que
Voilà, on n'avait plus 17 ans, on était passé un peu à autre chose, même si voilà, hein, c'était super cool hein, sur le moment de se boire une petite bière après avoir fait chier les voisins, comme au bon vieux temps, hein, j'ai envie de dire. Alors on enchaîne avec Elisa Maiden qui me demande quelle est la chanson dont je suis le plus fier. J'adore ce groupe, alors après, ça se trouve c'est ton vrai nom, je sais pas, mais en tout cas si c'est au groupe dont tu fais référence dans ton pseudo, j'adore. Alors la plupart des artistes, quand vous leur posez ce genre de questions, ils vont vous répondre que c'est difficile de savoir parce que c'est difficile de choisir. Pour moi, clairement non. La chanson dont je suis le plus fier, c'est Je suis qu'un anarchiste, sans aucun doute. Déjà parce que c'est une compo créée de A à Z et que les paroles sont de moi. Et en plus de ça, c'est une chanson que j'avais écrite en soutien au Bloc Lorrain qui était menacé de dissolution. D'ailleurs, comme vous savez, ils l'ont été malheureusement. Darmanin et toute sa clique, comme d'habitude, ils ont encore prouvé qu'ils étaient des bons gros fascistes tels que les Versaillais l'étaient pendant la Commune. C'est-à-dire que vous vous rendez compte qu'on a devant nous des gens qui viennent nous dire qu'on est une menace pour la société alors que ces mêmes gens font preuve de cruauté dans le monde. C'est eux qui répriment, la guerre c'est à cause d'eux, c'est eux qui provoquent les misères, la crise écologique et tout ce qui va avec, toute la violence qu'il y a dans le monde c'est à cause des gens comme eux. Et je vous le dis, c'est des putains d'assassins ces gens-là. Quand on sait que des gens qui militent pacifiquement pour qu'on respecte la nature ou que des gens qui font des distributions alimentaires gratuites pour que les plus précaires puissent survivre se font tirer dessus à coups de flashball, c'est qu'il y a un putain de problème, c'est absolument dégueulasse. Et vous savez pourquoi ils font ça ? Parce que ça les dérange. En fait, c'est des gens corrompus qui veulent absolument avoir le contrôle sur tout. Ils supportent pas qu'on puisse construire un monde sans eux. Et donc, ils sont prêts à tout pour garder leur pouvoir. Donc pour ça, leur arme la plus efficace, c'est pas la police. Non, c'est encore plus que ça, c'est la division. C'est-à-dire qu'il y a deux profils. Soit t'as un mouvement genre gilet jaune qui surgit dans la rue et là ils essayent de faire passer les plus radicaux pour des extrémistes, des bons méchants black blocs à qui on peut rien dire sans se faire tabasser. Ou alors des fois ils utilisent aussi la carte du facho, genre dès qu'il y a un mec un peu complotiste, populiste qui traîne là on sait pas trop pourquoi, ils vont arriver, ils vont dire regardez, dans votre mouvement il y a des fachos là. Et en fait ils vont dire ça pour que tous les manifestants de gauche se cassent, comme ça on est tous éparpillés de nos côtés, on est moins nombreux, ils peuvent nous contrôler et garder leur pouvoir, c'est de la merde. Et l'autre profil c'est un mouvement un peu décroissant à la Boétie qui se barre totalement du système, qui ne sert plus l'État et qui vit autonome avec des valeurs de gauche, anarchistes et communistes. Et ben même là ils vont arriver, ils vont vous faire passer pour des clodos, des toxicos, des sortes de punk à chiens ou je sais pas quoi, pour que personne veuille devenir comme nous. Et c'est comme ça qu'ils continuent à opprimer le peuple. Et dans ce scénario c'est pareil, l'État quand ils ont peur, ils sortent les flics, l'armée, ils ont les moyens de se débarrasser des gens qui menacent leur pouvoir. Et c'est ça que je trouve insupportable. C'est des gens, dans tous leurs bâtiments il y a marqué liberté, égalité, fraternité, et pourtant personne n'a le sentiment d'être libre. Tu peux pas être libre quand tout ce que tu fais, tu le fais pour ton supérieur, quand tu attends la validation de l'État qui va te dire ça t'as le droit de le faire, mais pas ça, attention, hein, sinon c'est la prison. Parce que putain, c'est bon quoi, enfin, on est capable de gérer, merde. L'égalité, quand t'es pauvre, tu subis l'oppression, tu peux rien faire. Est-ce que franchement vous trouvez ça normal de vivre comme ça ? T'as des patrons de merde qui te parlent comme de la merde, et toi tu peux rien dire parce que sinon le mec il peut te virer. En plus, il a tellement de fric, il peut corrompre la justice pour t'enfoncer encore plus. Donc en gros il te tient par les couilles, il te domine par la peur, il te fait croire que t'es libre si tu lui obéis. La fraternité, n'en parlant même pas, il n'y a jamais eu de justice dans ce putain de pays. À chaque fois qu'il se passe un truc, il y a du racisme, il y a du mépris, que ce soit envers les prolos, les provinciaux, les immigrés, mais c'est invivable, putain c'est invivable. Bref, ces gens-là sont aux antipodes de la devise. Le capitalisme, c'est tout le contraire des valeurs humanistes, c'est ce qui nous soumet, c'est ce qui crée les inégalités. Avec ça tu peux pas avoir de fraternité, c'est mort. Et c'est justement pour ça que dans la chanson je prône tout l'inverse de ce qu'ils font. En fait j'ai envie de dire c'est même pas une chanson révolutionnaire, c'est une chanson humaniste. Et dedans je veux appeler à l'union pour tous les gens qui en ont marre de ce système insupportable, parce qu'il est vraiment insupportable. Je sais que c'est pas une chanson qui va changer le monde, mais on a besoin d'espoir. On a besoin d'imaginer un monde parfait, ce que les ennemis du peuple appelleraient l'utopie, pour bien nous mépriser et nous empêcher d'y penser. Bah oui, parce que pour changer, faut bien que ça parte d'un désir, d'un rêve. Sinon la révolution française elle aurait jamais eu lieu, les congés payés on n'en aurait pas, les femmes elles auraient jamais eu le droit de vote. Après je sais que voilà tout ça c'est des exemples à nuancer parce que c'est pas uniquement des victoires du peuple.
Vous vous doutez bien que la bourgeoisie, elle tire toujours profit de chaque situation. Aux États-Unis, Abraham Lincoln, il s'est pas réveillé un bon matin en se disant que l'esclavage c'était mal et qu'il fallait arrêter. Il y avait un but économique derrière, mais n'empêche que c'est des acquis qui sont là aujourd'hui. Et c'est pour ça que la chanson Je suis qu'un anarchiste, elle me tient à cœur. Parce que dedans, je prouve justement qu'un anarchiste, en fait, la violence qu'on lui attribue dans les médias, qu'on lui pointe du doigt sans cesse, c'est absolument rien à côté de celle de l'État. C'est pour ça que je dis je suis qu'un anarchiste et pas je suis un anarchiste. Et je suis fier de cette chanson parce que j'appelle à toutes les valeurs que je prône. La liberté absolue, la solidarité, l'insoumission. Vous ne retrouverez jamais des valeurs comme ça chez les politiques et surtout pas chez Macron et toutes ces têtes de cons qui nous maintiennent dans un monde d'illusions avec nos peurs mais qui en fait veulent juste nous soumettre. Voilà. C'est au tour de RL 12188 qui me demande à quelle variant de l'anarchie j'adhère. J'avoue que moi je me reconnais beaucoup dans l'anarcho-communisme, comme le dit le camarade Louis. Après je trouve que c'est un problème de devoir le préciser parce que pour moi c'est évident que le communisme fasse partie de l'anarchie. Déjà historiquement l'anarchie c'est un des 3 courants socialistes, donc il y a forcément cette idée de combat pour l'égalité, voire d'abolition de la propriété privée si on va dans un égalitarisme plus dur. Donc ça me fait doucement marrer quand je vois des gens qui débattent pour savoir si l'anarchie c'est un truc de gauche ou de droite. Et le problème aujourd'hui c'est que je trouve que les gens maintenant ils associent trop l'anarchie aux libertariens. Et eux pour le coup je pense qu'ils sont vraiment de droite parce qu'ils prônent une sorte de libéralisme pur et dur où t'as l'individualisme qui est poussé à l'extrême. Et c'est limite s'ils vont pas prôner une sorte de société de sans foi ni loi quitte à empiéter la liberté des autres. Pour ceux qui savent pas en fait les libertariens c'est ces fameux anarcho-capitalistes. Et au fait, ils sont pas si minoritaires que ça quand on regarde bien, même en France. Et je trouve que leurs propos, on dirait vraiment une mentalité de je fais ce que je veux et je vous emmerde parce que de toute façon, moi j'ai réussi et pas vous. Et moi, ça, je suis pas du tout d'accord avec. Pour moi, déjà, c'est simple. La politique, c'est un truc qui concerne normalement tout le monde. C'est un compromis entre toute l'humanité. Donc, quand tu fais de la politique, si tu en fais vraiment, tu peux pas exclure des gens. À partir du moment où ton projet, il est basé sur l'individualisme, pour moi, t'es déjà en train de faire autre chose que de la politique. Et c'est exactement ce que Macron fait, par exemple. Sa politique, c'est un compromis entre des riches qui se servent des pauvres. Et la vie des pauvres, on s'en bat les couilles. On l'a clairement vu pendant la réforme des retraites, ça. Moi, j'appelle pas ça de la politique, j'appelle ça une oligarchie. Du coup, pour en revenir à l'anarchie, c'est quoi son but? L'anarchie en politique, en tout cas, c'est quand même le courant qui prône la liberté absolue par l'égalité la plus juste. À la base, c'est ça l'idée. La liberté et l'égalité qui sont indissociables, il n'y en a pas un qui va sans l'autre. Parce qu'il faut que tout le monde soit libre et pas juste une minorité. Et franchement, moi je vous le dis, je suis convaincu que c'est possible d'y arriver. Il suffit juste d'être solidaire. Chose qu'on a totalement oubliée à force de subir les politiques antisociales de nos présidents foireux. Mais si on est solidaire entre nous, on peut faire bien plus que ce que n'importe quel révolutionnaire pourrait croire. C'est le syndicalisme qu'il faut retrouver, les gars. Et justement, c'est là où j'ai du mal avec les anarcho-capitalistes parce que eux, on dirait qu'ils s'en branlent de tout ça. Ou alors leurs propositions, elles tiennent pas la route parce qu'ils vont pas aux racines du problème. Donc, voilà, certes, ils veulent se débarrasser de l'État aussi. Mais si c'est pour qu'il reste des inégalités après, voire encore plus creusées qu'avant, franchement, moi, j'appelle pas ça de l'anarchie, je suis désolé. Ça, c'est juste le chaos du capitalisme. Tu peux pas te dire anarchiste si à côté de toi, il y a des gens qui crèvent la dalle, qu'il y a des gens qui meurent de soif et qui n'ont pas d'abri et que tu trouves que tout ça, c'est normal. Après, bon, ils parlent de protectionnisme, tout ça, mais moi, franchement, je suis pas convaincu par ça. Pour moi, il faut vraiment une redistribution des richesses et l'abolition de la propriété privée si on veut vraiment être libre et régler tous les problèmes. Moi, le monde que je prône, c'est celui où il n'y a pas de chef. La terre, elle est à tout le monde, donc les richesses, elles sont partagées. On n'exploite personne, même pas les animaux. Le travail, ça devient la vie elle-même. D'ailleurs, le mot travail, je le trouve tellement insupportable. C'est comme le mot viande, en fait. C'est un mot qui a été inventé pour soumettre les gens. C'est comme une manière de nous faire oublier qu'on pouvait vivre aussi, en fait. Parce que les dominants, c'est ce qu'ils ont voulu faire avec ce mot. C'est nous faire accepter qu'on perde 10 heures par jour à faire des trucs inintéressants pour des connards qui polluent la planète en plus. Donc je disais le travail ça devient la vie elle-même parce qu'en fait quand on est vraiment libre, la vie c'est pas regarder la télé en bouffant de la merde à 3h du mat. Justement c'est parce qu'on travaille qu'on finit comme ça. La vraie vie pour moi c'est réussir à s'autogérer ensemble pour survivre et faire durer la communauté. Et s'il y a un camarade qui tombe, tout le monde est là pour le rattraper parce que tout le monde est conscient de l'importance de n'importe qui dans la communauté parce que dans ce monde là il n'y a pas la division du travail. Tout le monde fait toutes les tâches, il n'y a pas de patron, il n'y a pas de salarié, il n'y a pas de classe sociale, donc tout le monde est capable de tout faire, mais tout le monde a aussi son truc à apporter parce qu'on est tous différents. Donc voilà, du coup pour moi l'anarchie c'est réussir à vivre dans le réel, donc libre et responsable, et il faut que ce soit possible pour tout le monde. On peut appeler ça de l'anarcho-communisme si on veut.
Moi je préfère juste dire anarchiste parce que sinon c'est quoi? Sinon c'est accepter que ce mot représente les anarcho-capitalistes et qu'il faudrait préciser qu'on est communiste pour pas qu'on nous prenne pour eux. Non, enfin moi je suis désolé, pour moi c'est eux qui devraient préciser qu'ils sont capitalistes, hein, parce que les vrais anarchistes c'est nous. Après le problème dans l'autre sens c'est aussi que les communistes ils ont fait de la merde. Dans les états là où ils ont pris le pouvoir, ils ont fait crever des millions de personnes, dont des anarchistes d'ailleurs, et ils ont créé une forme de fascisme en fait. Donc après ça c'est évident que voilà, t'as pas forcément envie de te dire communiste, mais là c'est pareil justement pour moi le vrai communisme dans le sens pratique il est anarchiste. Tu peux très bien avoir un système collectiviste sans état, il suffit juste que les gens ils soient responsables et qu'ils s'autogèrent. Et moi j'y crois, hein, j'y crois, on est capable, c'est juste une question d'aliénation en fait qui fait que ça paraît impossible aujourd'hui, mais je pense vraiment qu'on est capable, hein. Comme on dit, l'anarchie c'est l'ordre sans le pouvoir. Après il y a d'autres courants qui sont très intéressants aussi, hein, dans l'anarchisme, je pense par exemple au primitivisme, je me reconnais un peu là-dedans aussi sur mon rapport au travail, à la technologie, à la nature. Tout ça parce que je pense qu'il y a des dérives en fait qui sont causées par la science et la religion. Sincèrement je pense que l'humain est carencé aujourd'hui, hein, est complètement malade parce que je trouve que l'humain n'est pas à sa place. Il y a plein de trucs qu'il ne devrait pas faire comme raser des forêts, vendre de la viande, consommer de la drogue ou faire la guerre. Enfin plein de choses dans le genre là qu'on ferait même pas en fait si on vivait vraiment à notre place. Et là encore j'ai dit que la surface de mes idées, hein, parce que ça peut emmener à d'autres luttes tout ça. Qui dit égalité dit aussi lutte féministe, lutte LGBT, antiraciste. Parce que ouais, je les soutiens, hein, même si je fais pas partie des concernés. Je trouve que c'est honteux d'avoir des représentants qui laissent des bâtards opprimer des camarades et des keufs xénophobes qui restent impunis quand ils commettent des violences policières. Et qui dit liberté dit aussi lutte régionaliste, indépendantiste, autonomiste. Après, je peux comprendre que ça puisse être un petit peu paradoxal, ça, pour certains, parce que ça reste une question de nation, de frontières et d'État, quelque part. Mais en fait, moi, je trouve justement que c'est une avancée. On n'aurait pas affaire à un État tout puissant et centralisé qui représente personne, parce qu'on a bien vu ce que ça donnait, ça, hein, pendant le confinement, quand t'avais des gens de la montagne qui devaient porter des masques parce que c'était le cas à Paris. Et là encore, c'est un exemple pourri, mais bon, c'était quand même vachement absurde. Et enfin, je sais pas, faut laisser aux gens qui connaissent le terrain le pouvoir, en fait. En plus, si on respectait les autres cultures en France, on aurait une culture beaucoup plus riche, avec moins d'inégalités. On n'aurait pas une société fracturée avec des bourgeois de merde à Paris et rien autour. Parce que bon, clairement, ça c'est un problème aussi, hein, quand tu viens de la campagne. T'as pas les mêmes privilèges que les citadins quand tu viens faire tes études. Et quand tu y vis, franchement, le service public là-bas, il est mort. Parce que l'État n'investit pas du tout dans les campagnes. Et en même temps, bah forcément, hein, ça irait pas dans leur intérêt. Donc ouais, le régionalisme, voilà, c'est des combats qui me parlent. Mais en tant qu'anarchiste, c'est pas une fin en soi. En plus, après, ça dépend aussi du nationalisme en question, parce que c'est pas les mêmes partout, c'est pas les mêmes valeurs, c'est pas les mêmes cultures, ni la même histoire. Mais n'empêche que c'est déjà une avancée dans un combat contre l'impérialisme et l'État. Je vais m'arrêter là sur la question parce que je pense que là j'ai déjà ouvert trop de débats différents là. Mais dites-moi vous en tout cas dans les commentaires quels sont les courants qui vous parlent dans l'anarchie. Je serais curieux de savoir parce que des fois on peut vraiment tomber sur des courants improbables, hein. Il n'y a pas longtemps par exemple j'ai croisé des anarchistes chrétiens et je me souviens que ça m'avait marqué parce que avant de les rencontrer j'imaginais des sortes de cathos intégristes qui vivaient en ermite. Alors qu'en fait c'est bien plus complexe que ça, et même que des fois ils disaient des trucs qui étaient pas très éloignés de ce que je pouvais penser, hein. Même si bon après voilà, dès que ça parle de Jésus, spiritualité, tout ça, bon là ça me parlait un peu moins. Mais même si on n'est pas forcément d'accord, je trouve que c'est quand même assez intéressant de voir leur approche de l'anarchie parce que des fois il y a quand même des choses qu'ils arrivent à rendre cohérentes alors que parfois ouais, c'est des luttes qu'on n'imaginerait pas du tout ensemble. D'ailleurs il y a un philosophe qui appartenait à ce courant là, Jacques Ellul, ça peut peut-être être intéressant ouais, si vous connaissez pas. J'enchaîne avec Redoutable Polochon qui me demande si je suis breton. Alors sache Redoutable Polochon que ça c'est une des questions qu'on me pose le plus dans la vraie vie, surtout quand je joue dans un concert. Bon j'imagine que tu dis ça parce que souvent on entend de la cornemuse dans mes chansons. Alors bon, en fait je vais vous décevoir mais je suis un faux breton. Mon camarade l'est pour le coup, mais bon moi je suis un faux breton dans le sens où j'habite pas en Bretagne et que mes origines bretonnes sont vraiment trop lointaines. Mais honnêtement je vous le dis, la Bretagne c'est un de mes pays préférés. J'adore les Bretons, j'adore la culture, son histoire, la langue aussi je la trouve vraiment trop belle. Enfin je dis la langue mais en fait il y a plusieurs dialectes. Et même un mec comme moi qui a pas vraiment de raison d'apprendre le breton, quand j'écoute un son ou même juste des gens parler, hein, franchement ça me donne trop envie de l'apprendre. Du coup voilà, bon j'adore la Bretagne, j'y suis allé plusieurs fois et j'ai beaucoup joué avec des Bretons. J'ai beaucoup de potes qui sont bretons d'ailleurs, donc je pense que c'est pour ça qu'il y a un petit air qui ressort à chaque fois. Parce qu'en fait moi là-bas je faisais de la musique celtique
celtique, mais plutôt côté irlandais. Et comme la culture bretonne est assez proche, finalement ça y fait penser, vu que les paroles en plus sont en français, donc parce que oui, en général on a plutôt l'habitude d'entendre de l'anglais dessus. Non, en fait, pour vous dire, je suis un peu une sorte de vagabond moi dans l'année, parce que je passe la moitié de l'année en Bourgogne et l'autre moitié à Paris. Donc en gros je travaille en Bourgogne sur une période, et l'autre période je fais mes études à Paris. Et quand j'ai du temps libre, je le passe dans le sud, en Occitanie, parce que c'est là où je compte faire ma vie plus tard, et qu'en plus j'adore cet endroit aussi. T'as des paysages fantastiques, la culture elle me parle de ouf, les troubadours, les poètes, la bouffe méditerranéenne, le vin, l'architecture, non mais c'est abusé, il y a trop de trucs en fait. Et en plus les gens ils sont super positifs là-bas, j'y vais depuis que je suis tout petit, et puis j'ai pas mal de potes qui habitent là-bas aussi pour le coup. Après si vous voulez savoir, l'atelier est basé à Paris, c'est tout simplement mon studio en fait, parce que c'est une pièce où certes je vis, mais en fait je m'en sers plus pour travailler vu que c'est là où je fais de la musique. Je dessine un peu aussi. Alors pas trop sur la chaîne en fait, moi c'est plutôt pour des cadeaux en fait que je dessine en général, c'est pas trop un truc que je montre en public. Et sinon je bricole aussi beaucoup. Par contre après son univers fictif est plutôt basé en Bourgogne, parce que la Bourgogne c'est un endroit où il y a une très riche histoire médiévale et des paysages que je connais assez bien vu que j'y vis la moitié de l'année. De plus, c'est des paysages qui sont assez cohérents avec l'univers que je voulais créer, parce que c'est la forêt d'Hothe qui existe vraiment, qui regorge d'ailleurs de légendes très intéressantes. T'as le Morvan qui est pas très loin non plus. Moi perso, je vous le dis, je suis amoureux de la ville de Vézelay. J'y vais très souvent, pourtant j'ai pas vraiment de raison d'y aller. J'y suis allé une fois. Quand je suis parti, je savais qu'il fallait que j'y retourne un jour. Et depuis, j'y vais tout le temps. Mais je trouve qu'il y a une atmosphère là-bas, c'est ouf. Tout de suite, tu rentres dans le Morvan, tu te sens en paix. En plus de ça, ils ont de la bonne musique, ils sont super sympas, ils ont de la bonne bière. On connaît pas trop la Bourgogne pour ses bières d'ailleurs, et pourtant ils en ont de la bonne. Et comme je suis curieux, vous dites-moi de quel coin vous êtes, parce que ça m'intéresserait vraiment de savoir d'où vous venez, et où est-ce que je suis écouté dans le monde. Franchement ça m'intrigue beaucoup. Alors bon, après je peux facilement imaginer que si vous avez un drapeau occitan en photo de profil, vous venez probablement de là-bas. Mais c'est une question que je me pose souvent. Donc n'hésitez pas à me partager votre coin, ça m'intéresse vraiment de savoir dans quel coin ma musique elle résonne. Place au prince de l'Hippocrate qui me demande pourquoi je poste le même contenu sur 2 chaînes différentes. Donc j'imagine que tu connais la chaîne Cornaline, si c'est bien de celle-là dont tu parles. Parce que si c'est pas de celle-là que tu parles, c'est qu'il y a un problème. Putain ouais, en plus il me semble que toi tu me suivais déjà sur l'ancienne chaîne. En fait c'est tout simplement pour des raisons pratiques, parce qu'en fait la chaîne Cornaline c'est mon projet 100% artistique et professionnel. Bon, de base c'est plutôt sur Insta qu'il est basé, mais j'ai dû créer une chaîne YouTube parce qu'au bout d'un moment je me rendais compte qu'en fait c'était chiant, parce qu'à chaque fois que je faisais un concert et que les gens me demandaient où est-ce qu'ils pouvaient continuer à m'écouter sur internet, comme ils n'avaient pas forcément Insta, du coup ils m'oubliaient vu qu'il n'y avait pas de chaîne YouTube où on me voyait jouer. Et en plus c'est une chaîne qui me sert de CV aussi quand je veux postuler auprès d'un organisateur, parce que là au moins sur YouTube c'est facilement accessible. Donc en gros si vous voulez c'est mon projet Insta que je mets un peu sur tous les autres réseaux, y compris sur cette chaîne. Mais je vais vous dire, sur YouTube la chaîne qui reste ma chaîne principale c'est l'Atelier Anarconia, parce que je reposte pas forcément tout ce que je fais sur Atelier Anarconia sur les autres réseaux. L'Atelier Anarconia c'est un peu comme mon mur Facebook en fait, donc c'est pas du tout un projet professionnel. Je fais ça plus pour m'éclater, pour partager mes réflexions, et si un jour je veux faire un documentaire sur les ours, je peux très bien me permettre de le faire sur Atelier Anarconia, alors que sur la chaîne Cornaline, pas trop quoi. Donc ouais, tout ce qu'il y a sur Cornaline va sur Atelier Anarconia. Mais il y a des créations que je fais sur Atelier Anarconia qui restent que ici. Donc il y a beaucoup plus de compositions par exemple sur Atelier Anarconia. Et l'autre facteur qui fait que quand bien même ce serait les mêmes musiques, je garderai quand même les 2 chaînes, c'est le pouvoir de l'image. Parce que je vais vous dire, en fait j'ai un putain de problème avec le monde de la musique aujourd'hui. Parce qu'en fait j'ai vraiment du mal avec l'idolâtrie et l'image de la star. Dès qu'on monte sa tête, les gens sont plus attachés à l'artiste qu'à la chanson. Et ça c'est qu'on le veuille ou non, je m'inclus totalement là-dedans. Quand j'écoute un groupe, forcément je m'attache à l'artiste si je le vois, et ça crée des situations incohérentes, c'est-à-dire qu'il y a des gens, ils vont aimer un artiste, c'est officiel, donc ils vont aimer forcément tout ce que l'artiste va faire après, parce que c'est lui qui le fait. Et franchement, moi je trouve que c'est négatif pour tout le monde. Ça fait des relations faussées entre l'artiste et le public. Le public il prend l'artiste pour un dieu, il devient hyper crédule, hyper influençable, et en même temps l'artiste lui aussi il finit par avoir un ego démesuré. Évidemment là ce que je suis en train de vous dire c'est le cas extrême.
mais quand il l'est pas, c'est pas parce qu'il n'est pas extrême qu'il n'existe pas du tout. Et tout ça, en fait, ça arrange bien les organisateurs parce que eux, ils surfent sur cette image déshumanisée de l'artiste. Donc je trouve que c'est le meilleur moyen de tuer l'art. C'est aussi le meilleur moyen de tuer dans l'œuf toute forme de relation amicale, amoureuse et tout ce que vous voulez, parce que forcément les gens ne deviennent plus des amis mais des fans, et ça c'est dramatique. Moi je préfère largement les sortes de scènes ouvertes où chaque musicien peut participer, jouer un truc, parce que là au moins tout le monde fait partie du public mais est aussi acteur, du coup tout le monde est dans le même bateau. Et franchement moi je me fais beaucoup plus d'amis réels dans ce genre de cercle que dans des concerts où je joue pendant 1 heure et qu'après il y a des gens qui viennent me parler, même si évidemment le deuxième cas est très sympa aussi, hein. Bien sûr je dis pas le contraire, mais ce que je veux dire par là c'est qu'il est plus professionnel que amical. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse toujours de poster le même contenu après sur Atelier Anarconia, parce que je remarque que toute l'attention est vraiment focalisée sur la musique et les paroles. En revanche sur Cornaline, il y aurait autre chose, les instruments qu'on voit, le montage, etc. Et pour en revenir au pouvoir de l'image, c'est aussi que j'ai du mal à supporter l'idée de la propriété sur un morceau. Pour moi, les chants engagés comme ça, de manif, c'est des chants qui appartiennent au peuple, à ceux qui les chantent. Et je trouve que l'existence même d'un visage ou d'une paternité à un morceau, ça met une barrière. Ça met comme une interdiction de la chanter si ça vient pas de nous. Et c'est contre-productif quand à la base, on fait des chants pour encourager les gens à militer. Donc quand je poste ces musiques-là sur Atelier Anarconia, c'est limite plus un acte militant que artistique. Moi, en tant que militant, je cherche pas à me faire plus remarquer que les autres. Je cherche juste à faire en sorte que je sois pas le seul. J'enchaîne avec Dame Sekatsu qui m'a posé plusieurs questions. Alors le commentaire est un petit peu long donc je vais le lire en entier. Salut Cornaline, pour ma part j'ai plusieurs questions. J'aime beaucoup ton style musical et je me demande quelles reprises de ta part et chansons originales sont prévues. J'avoue qu'une reprise de la Maknovchina avec ton style me plairait. J'aime beaucoup le livre de Clavius Sartor et attends patiemment la suite. Et je voulais demander combien de saisons elle aura. Et sur combien d'années de l'univers d'Anarconie va-t-elle couvrir? Et cette question en tant que Anar bourguignon que je suis se pose: comment tu sentais les commentaires autour de ta reprise de la Bourguignonne, que ce soit sur la chaîne de l'atelier ou sur la chaîne Cornaline? J'ai vu des fafs se réjouir de cette reprise. Est-ce que ça te pose question? Est-ce que ça t'a mis mal à l'aise? En tant que bourguignon, je déteste le fait que la croix de Bourgogne soit devenue un symbole de l'extrême droite. Alors Dame Sekatsu, déjà sache que ça fait super plaisir de voir un camarade et compatriote bourguignon sur la chaîne, parce que ouais, moi aussi je suis bourguignon et très fier de l'être. Et je te comprends totalement, pareil, moi c'est un truc qui me désespère plus que tout, la réappropriation de la culture de notre beau pays par les fachos, parce qu'en fait ils vont totalement à l'encontre de nos idées. C'est-à-dire que nous ce qu'on revendique c'est une autonomie, c'est une revalorisation de notre culture en tant que bourguignon, c'est la renaissance de la langue de nos ancêtres, le bourguignon morvandiau, et la mémoire de nos ducs qui se sont battus pour que la Bourgogne elle reste souveraine dans son propre pays. Parce que ouais, fut un temps, n'en déplace à l'extrême droite, la Bourgogne c'était quasiment un royaume indépendant de la France, et même assez grand pour l'affronter. Et parce qu'il faut le rappeler quand même, mais la France a conquis la Bourgogne dans le sang, comme elle l'a fait avec l'Occitanie ou la Bretagne. On fait partie des premières victimes de la colonisation en fait. Et en plus de ça, la République elle en a rajouté une couche parce qu'elle nous a interdit de parler nos langues au nom de l'universalisme. Elle a privé des enfants de leur mère, et ça c'est dégueulasse. Quand on venait à Paris pour devenir ouvrier ou cheminot, parce qu'ils avaient pillé toutes nos richesses au pays, le seul truc qui nous accueillait c'était quoi? C'était le racisme et la misère, c'est-à-dire qu'ils nous traitaient de bougnats, comme les Auvergnats. Ils nous faisaient passer pour des sauvages ivrognes, on se faisait tabasser par les keufs dans la rue. La bourgeoisie parisienne elle nous méprisait plus que tout, parce que c'est ça, les bastions de gauche en Bourgogne c'est des endroits où il y avait des ouvriers, parce que la bourgeoisie elle voulait pas qu'il y ait des prolos dans leur ville. Et ça c'était il y a à peine un siècle. Donc autant dire que quand je chante la Bourgogne et que je vois qu'il y a des gens qui disent vive la France en dessous, il y a comme un goût amer qui ressort. Mais en même temps, quelque part, moi ça m'étonne même pas, parce que en fait la droite elle s'est toujours nourrie comme ça. On remarque assez vite finalement quand on voit les symboles récurrents de l'extrême droite, que souvent c'est des symboles qui avaient absolument rien à voir avec les idées fascistes à la base. La svastika ça n'avait pas la même signification avant que les nazis la prennent. La croix celtique c'est pareil. Ou les symboles nordiques, ouais c'est la même histoire aussi. Ils pourrissent tout ce qui touche. Et en fait le truc c'est que les droitards, leur seul argument quand ils s'approprient une musique, c'est que ça vient de la culture occidentale et que c'est des blancs qui en fait ça. Et je te jure c'est vraiment leur seule motivation. C'est vrai, c'est même pas une blague, c'est pour te dire le niveau de réflexion qu'il y a derrière. Tu peux faire la pire chanson anti-France possible, si t'es blanc et que tu la chantes comme un air traditionnel, tu verras qu'ils vont pas se comporter de la même manière que si tu faisais du rap et que t'étais genre rebeu. En fait ils sont tellement aveuglés par leur racisme
tellement obsédés par le grand remplacement que en fait ils voient les provinciaux comme une sorte de minorité blanche qui serait menacée par les immigrés. Mais en fait nous, ce qu'on leur répond à ces gens là, c'est juste des gros fuck. Parce que moi perso, entre un Mohamed qui bosse au kebab de mon village et un Jean-Louis qui a détruit mon pays et qui continue à le faire, je peux te dire que le choix il est vite fait. Parce que ouais, les Jean-Louis avant c'était les rois, maintenant c'est les bourgeois qui ferment les usines, qui rasent nos forêts et qui foutent en péril toute la paysannerie. Et en fait ma théorie, parce que j'ai étudié ça un petit peu à la fac, c'est que si tu veux, la bourguignonne en fait elle fait partie des chants populaires qui ont commencé à être chantés partout en France. Et en fait comme c'était chanté partout, ça a été repris par les soldats pour en faire une chanson nationale. Et comme c'était chanté par les soldats, c'est devenu une sorte de pratique de guerre en fait. Et c'est là qu'on y vient. En fait tout ce qui est nationaliste, pro-guerre ou je ne sais pas quoi là, c'est souvent ce qui plaît aux fachos. Hein. Donc si tu veux, moi j'ai découvert cette chanson parce que mon grand-père l'a chantée et parce qu'au travail avec les collègues on la chante souvent. Et eux ils l'ont découvert parce que c'était des militaires qui chantaient ça. Donc déjà bon, c'est pas du tout le même rapport hein, à la chanson. Moi là où je vois l'hymne de la Bourgogne, les vignerons qui bossent dur dans les coteaux ou même juste un appel à boire avec ses potes, eux ils voient juste une chanson de guerre en fait. Donc à partir de là j'ai envie de dire on peut plus rien pour eux quoi s'ils veulent pas réfléchir. Et encore là c'est la bourguignonne hein, mais le pire c'est qu'ils ont fait pareil avec Réveillez-vous Picard. Alors que là on est clairement sur une chanson qui appelle à lutter contre le roi qui essaye d'envahir le pays. Tu peux pas faire plus anti-France, mais le truc c'est qu'il faut revenir à la source aussi. En fait le problème c'est pas que la droite, c'est aussi que les politiques de gauche ils ont absolument rien branlé. Ils ont fait de la grosse merde en laissant tomber nos campagnes. Et aujourd'hui encore, hein, quand tu regardes les partis de gauche, genre la France Insoumise ou les Verts, ils sont encore complètement guidés par une mentalité de jacobin. Et c'est clairement pas avec eux qu'un jour on aura une fédération. Hein. Et moi ça me désespère. J'ai des potes justement qui sont bourguignons et qui votent la NUPES. Mais souvent ils me disent la même chose. Hein. Ils adhèrent au programme. Mais voilà, ils aimeraient bien qu'on ne laisse pas leur ville tomber aux mains des fachos. Ce serait quand même bien qu'un jour les partis de gauche ils prennent conscience qu'en dehors de Paris et des grandes villes, il y a des Français qu'il faudrait peut-être pas oublier, surtout qu'on est la majorité, et qu'en plus parmi nous, il y a les agriculteurs, et ça c'est pas n'importe quoi. Ce serait bien que l'État pense à investir plus dans les campagnes, parce que c'est pas normal que nos bus ne fonctionnent pas, que les boutiques elles ferment une par une, qu'on doive prendre la voiture pour aller bosser super loin. Alors bon, moi perso je suis en vélo, mais c'est pareil, et en plus de ça, on se prend une inflation qui est pas possible derrière, tu vois ton pouvoir d'achat qui baisse, c'est inadmissible. Donc ouais, pour répondre à ta question, moi je le vis un peu comme une insulte, hein, parce que on a clairement affaire à un comportement de colon. Après voilà, faut quand même faire la part des choses, parce que en fait si tu veux, bon, un droitard, j'ai clairement pas les mêmes valeurs, mais après je veux dire, à partir du moment où le mec il est un minimum respectueux, qui sait que je suis de gauche, qui respecte mes convictions et qui cherche pas à déformer mon image, à la limite je tolère. C'est rare, mais ça peut arriver. Après bon, on sera jamais potes, hein, parce que non, moi je peux pas devenir pote avec des gens qui soutiennent des xénophobes comme Zemmour ou Le Pen. Pour moi ces gens-là c'est des traîtres. Moi à droite c'est simple, il y a qu'un seul mec avec qui je pourrais m'entendre, ces gens-là sales. Parce que lui au moins il respecte les cultures, il sait que la France c'est un pays multiculturel, parce qu'ici il y a des gens qui viennent du Maghreb, des îles, il y a des gens qui viennent d'Asie, d'Afrique, mais même sans parler d'immigration, en fait la France c'était déjà des Bretons, des Basques, des Catalans, des Occitans, des Alsaciens. Enfin bref, c'est un pays multiculturel, du moins c'est ce que ça aurait dû être. Mais bon, après voilà, on peut rester courtois quand même et avoir un rapport humain quand le mec ne vient pas dans le but de nuire. Parce que voilà, faut quand même rester pro aussi. Par contre, quand ça commence à dire n'importe quoi sur moi, ouais, là ça m'énerve et je rigole vraiment pas avec ça. Donc voilà, alors j'espère avoir bien répondu à ta question. Et tiens d'ailleurs, dis-moi, t'es de quel coin de Bourgogne toi? Plutôt Côte d'Or, plutôt Morvan, Saône-et-Loire? Bon, en tout cas, je suis de Lyon, le Chablis est très bon par là. Même si en ce moment, je suis plutôt ratafia de cidre d'Otte. C'est avec ça qu'on se bourre la gueule avec les collègues là à 10h du mat. Ça promet. Parce que ouais, on le sait pas, mais en fait la Bourgogne est aussi très réputée pour ses pommes, hein. Il y a du très bon cidre par ici. Du coup j'en profite pour répondre aux autres questions que tu m'as posées. Donc ouais, il y aura bien une version de la Macnoftina qui sortira un jour. Elle est prévue pour l'Intemporel 3, parce que c'est un intemporel en fait qui aura la particularité d'être assez centré sur le XXe siècle. Il n'y aura pas que ça, hein, mais il y aura surtout du XXe siècle. Donc beaucoup de chants de résistance pendant les deux guerres mondiales et contre les régimes autoritaires qui se mettent en place à cette époque-là. Donc des chants associés au mouvement Antifa, dont fait partie la Macnoftina. Et tu as aussi plein de chants côté Espagne et Italie, et voire même en Allemagne. Après évidemment il y aura aussi des chants sur l'exode rural. Puis ouais, tu as aussi tout ce qui est chant indépendantiste, hein, parce que tu as des gros mouvements en Irlande à cette époque-là qui ont laissé beaucoup de traces. Donc ouais, la Macnoftina c'est un chant qui rentrerait assez bien dans cet intemporel-là. Donc là au niveau de l'intemporel 3, tu as la moitié qui est enregistrée. Évidemment ouais, comme tous les intemporels, hein, j'ai super hâte de le sortir. Et pour répondre à la dernière question sur le livre de Clavius Sartor,
Alors tout d'abord, attends, je précise quand même parce que tout le monde ne l'a peut-être pas vu. Le livre de Clavius Sartor, c'est une série qu'on a créée dans l'atelier et qui raconte l'histoire d'un marcheur qui s'est fait kidnapper par une secte. Et ça se passe au Moyen-Âge, en Anarchonie. Donc c'est plutôt une série d'horreur, mais surtout aventure en fait, racontée un peu sous forme d'autobiographie. Et donc toute l'histoire, c'est comment va-t-il se libérer de la secte. Donc on va découvrir le contexte historique de l'Anarchonie, parce que ça se passe sous le régime proto-fasciste de Clavius. Et donc c'est ici qu'il y a un peu la naissance des premiers mouvements anarchistes de la cité. Donc là on est en plein dans la saison 2 et on est plus ou moins à la moitié parce qu'en fait il y a une troisième saison qui est prévue après. Tout est déjà plus ou moins écrit, donc la conclusion de l'histoire elle est dans la poche. Mais on va pas le dire ici parce qu'il faut laisser du mystère. Et comme ça se passe à la fin du régime de Clavius précisément, il se passe un petit peu moins d'une dizaine d'années. Donc en fait c'est toute la décennie 1260. Parce qu'après c'est une autre époque et il se passe quand même plus de 150 ans avant qu'il y ait la révolution anarchiste qui arrive. Mais ça aide à comprendre d'où sort l'anarchisme en Anarchonie. Et d'ailleurs, à cette époque, on ne parle pas spécialement d'anarchie, mais de lacarisme ou de marcandisme. Donc en référence à Lacaria, Ednomus ou Jean-François Marcandus, parce que c'était eux, en fait, les premiers penseurs proto-libertaires en Anarchonie, qui voulaient le partage des terres et la fin de l'exploitation de l'homme par l'homme. Après, on les voit dans le livre de Clavius Sartor, mais c'est pas vraiment les personnages principaux. C'est plutôt centré sur Antoine, qui lui n'est pas spécialement anarchiste, mais qui va se lier aux anarchistes à un moment. Et donc en fait, on va vraiment se plonger dans sa vie, donc dans son quotidien, dans la secte, avec ses peurs, ses réflexions, tout ça. Il va même avoir une relation amoureuse un moment dedans, mais on va voir aussi par exemple son rapport à sa famille qui devient assez complexe du fait qu'il fasse partie d'une secte. Donc ouais, c'est vraiment l'histoire d'un personnage un peu paumé. On sait pas trop pourquoi il se retrouve là, mais il arrive plus ou moins à rester en vie. Et du coup après, on va voir comment malgré tout ça, il a eu un impact sur l'histoire de l'Anarchonie. Louis, Nienal TV et du Campolé, je me permets de répondre d'un coup à vos 3 questions parce que je vois que ça traite plus ou moins du même sujet. Comment je suis devenu anarchiste ? Alors c'est une réponse assez vaste, mais je vais commencer du début jusqu'à la fin. J'ai grandi dans une famille de gauche, et je le précise parce que j'en suis très fier, qui a résisté pendant la guerre. J'ai aussi grandi dans un milieu très mixte et cosmopolite. Donc à l'école, mes camarades étaient issus de plein de cultures différentes. Et moi-même, j'en ai plusieurs d'ailleurs, parce que j'ai aussi des origines asiatiques. Donc très vite, j'ai compris que les valeurs les plus importantes, c'était le partage et la tolérance. La première fois que je me suis dit anarchiste, c'est quand j'avais 15 ans, parce que comme mes potes, j'étais devenu punk. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'à cette époque-là, je savais pas vraiment ce que c'était. En fait, l'anarchie, pourtant je me disais anarchiste, mais bon, je savais pas vraiment ce que c'était. Je savais juste que c'était quand il n'y avait pas de chef. Et bon, quand t'as 15 ans, le seul chef que tu vois, c'est ton prof. Tu vas pas vraiment chercher plus loin. Ceci dit, c'est déjà un bon début d'imaginer une classe sans prof, parce qu'une classe sans prof, ça veut dire qu'il va falloir se débrouiller sans, donc autogestion. Et bon, à ce moment-là, j'ignorais totalement que l'anarchie, c'était une idéologie qui avait déjà 150 ans. Pour moi, dans ma tête, c'était juste un truc qui faisait partie du mouvement punk. Je croyais qu'il y avait que les jeunes, en fait, qui étaient anarchistes. Je pensais que c'était un truc nouveau. Et en fait, à force de côtoyer des punks, j'ai fini par comprendre vraiment ce que c'était qu'un mode de vie anarchiste. Parce que qui dit punk dit do it yourself, donc autogestion et anticapitalisme. Anticonformisme aussi, parce que par la provocation, donc tolérance et lutte égalitaire. Toutes mes copines étaient féministes par exemple, et donc en fait je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses que je pratiquais déjà, mais que j'avais pas mis de nom là-dessus. Et alors là c'est pour le côté moral, mais je me considérais pas pour autant comme quelqu'un de politisé, parce que pour moi la politique c'était encore un truc un peu obscur. Pour moi ça se résumait à des gens en costard-cravate qui disaient des trucs incompréhensibles et qui représentaient qu'eux-mêmes. Donc j'avais un peu l'impression que c'était pas trop ma place, ce domaine. Du coup je me mêlais pas trop de ça à cette époque, de tout ce qui était actualité. Donc j'ai vécu plusieurs années en étant anarchiste, mais en voyant plus ça comme une sorte de développement personnel. Alors il se trouve qu'à cette époque-là, je m'intéressais déjà un peu à l'histoire et je faisais une fixette sur l'histoire de l'Amérique. Et en fait, je m'intéressais beaucoup aux Amérindiens parce qu'en fait, on connaît absolument rien d'eux. Donc ça m'intriguait énormément. Et c'est là que j'ai découvert qu'en fait, il y avait des sociétés horizontales, donc pas du tout comme chez nous. Et à partir de là, j'ai compris que l'anarchie, c'était aussi quelque chose de politique. Alors après, la politique, c'était pas forcément non plus un truc qui était tout le temps présent dans ma tête comme maintenant. Donc c'était plus une sorte de période où je faisais ma vie de tous les jours. Et puis des fois, j'allais en manif quand c'était une période où je me renseignais beaucoup. Et donc tout ça, c'était vers le moment où il y avait la loi du travail et les présidentielles de 2017. Et puis quand Macron a été élu, en fait, j'ai eu une sorte de dégoût de la politique, mais vraiment une perte totale de foi en l'humanité.
Et du coup, j'avais complètement abandonné tout ça. En tout cas, j'essayais de ne plus y penser du tout. Et en 2019, j'ai eu comme une piqûre de rappel, mais bien vénère, qui a fait que depuis ce jour, je suis anarchiste plus que jamais. Parce que pour ceux qui ne savent pas, en fait, avant d'être sur Atelier Anarchonia, j'ai tenu une autre chaîne pendant 10 ans. Et cette chaîne-là, qui n'était pas politique, je précise, a été récupérée par la fachosphère. Et pourquoi ils se l'ont approprié cette chaîne? Parce que je faisais de la musique médiévale. Et alors ça m'a fait péter un câble. Parce que les mecs, ils avaient littéralement pourri la chaîne. En plus, ils disaient n'importe quoi sur moi. Ils me faisaient passer pour l'un des leurs en fait. Et c'est là que j'ai compris que tout était politique. Et que en fait, mieux vaut afficher ses positions parce que sinon les gens ils parlent à notre place. Et donc j'ai dû supprimer mon ancienne chaîne. Alors que j'avais passé 10 ans dessus quand même, c'est pas rien. Et depuis, je le montre clairement que je suis anar. Et donc, c'est une période où j'étais tellement en colère contre l'extrême droite pour ce qu'ils venaient de me faire. Et vraiment, ça me trottait dans la tête. Tous les jours, j'y pensais. Que en fait, ça m'a renforcé dans mon anarchisme. J'ai renoué avec ce courant. Du coup, je me suis pas mal renseigné sur les écrits de Bakounine, par exemple. Mais il y a aussi Malatesta, Louise Michel, Kropotkin. Donc voilà, ça c'est pour citer les plus connus. J'aurais pu dire Proudhon aussi. Alors après, Proudhon a dit beaucoup de choses intéressantes, mais à côté c'était un salaud, parce qu'il était aussi antisémite et sexiste. Et qu'on vienne pas me dire que c'était normal à l'époque, parce que à l'époque, déjà à l'époque, les anarchistes le critiquaient pour ça. Évidemment, après il y a aussi Marx et Engels que je lisais, pour citer les plus connus encore une fois. Parce que oui, du coup c'était une époque où j'arrivais pas à savoir si du coup j'étais anarchiste ou communiste. Finalement j'ai compris que c'était les deux, comme ça c'est plus simple. Moi en tout cas, si je devais te citer les principaux philosophes, penseurs qui m'ont inspiré dans ce courant anarcho-communiste, même si voilà, c'est pas forcément le fait de lire qui m'a rendu anarcho-communiste, en fait ça a plutôt développé mes idées. Je te dirais Malatesta, c'est un mec qui faisait partie de ce courant-là. Malatesta, ça ressemble beaucoup à du Marx, mais avec une dimension plus anarchiste, donc sans l'État. Et ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il propose vraiment un modèle de société complètement différent. Là, on change vraiment tout, on supprime toute forme d'institution, ou plutôt on reprend possession de tout, parce qu'on va vraiment aux racines du problème, donc on remet vraiment tout en question, avec des méthodes qui n'utilisent pas les armes de nos ennemis capitalistes. Du coup, on est vraiment dans quelque chose de radical et révolutionnaire. Sinon, tu as Kropotkin, évidemment, avec l'entraide. Tu as aussi Murray Bookchin, qui lui avait théorisé l'anarchie avec l'écologie sociale. Nestor Makhno, évidemment, avec la fameuse Makhnovtchina. Sinon, tu as aussi... Alors là, c'est différent parce que c'est plus un témoignage, mais tu as les souvenirs d'une morte vivante qui a été écrit par Victorine Brochet et qui raconte comment elle a vécu la Commune de Paris. Après, il y a aussi des mouvements et penseurs proto-anarchistes qui m'ont beaucoup inspiré. On le connaît pas très bien, mais il y a Gerhard Winstanley. C'était un mec qui, au XVIIe siècle, en Angleterre, prenait déjà l'expropriation des seigneurs par le squat. Donc ça, c'était pendant la fameuse rébellion des Bêcheux. Et il disait, je cite, « Une fois la terre redevenue trésor commun, il adviendra que nul n'osera chercher à dominer les autres, nul n'osera tuer son prochain et ne désirera posséder davantage de terre que son voisin. » 17e siècle, mais après dans le genre proto-anarchiste, il y a aussi la Boétie qui m'a énormément inspiré avec la servitude volontaire, où justement il explique que si on veut être libre, il faut arrêter de servir les tyrans, et ça c'était au XVIe siècle. Mais on peut aller encore plus loin. Les cathares par exemple, c'était un mouvement chrétien au Moyen-Âge qui voulait plus d'église. Ils voulaient pas que la religion soit aux mains d'une institution, et ils considéraient que si on se débarrassait de nos possessions, on était libre. Et donc que si tout le monde le faisait, on devenait tous égaux. Donc quelque part c'est l'abolition de la propriété privée avant l'heure. Et puis c'était aussi des gens qui voulaient l'égalité entre les hommes et les femmes, et même les animaux. Pour eux les animaux ils étaient aussi chrétiens qu'eux, donc ils les mangeaient pas. Ils étaient végétariens, voire même peut-être véganes. Et aujourd'hui on pourrait dire qu'ils étaient antispécistes. Et donc c'est aussi intéressant parce qu'en fait bien avant qu'on mette un mot là-dessus, il y avait déjà des courants religieux minoritaires à l'époque qu'on considérait comme des hérésies, mais qui prônaient une forme de communisme. Tiens d'ailleurs je parlais de l'anarchisme chrétien tout à l'heure. Alors je fais pas partie de ce courant-là parce que je suis pas quelqu'un de pieux, mais en fait ça vient un peu de là, parce que finalement c'est pas quelque chose de très étonnant quand on y pense. Une église, le bâtiment là, on dit que ça appartient à Dieu, mais du coup si ça appartient à Dieu, c'est que ça appartient à personne, donc tout le monde peut rentrer. Personne n'est venu dans une église en disant ça c'est chez moi. Quand tu rentres dans une église, t'as pas peur qu'il y a quelqu'un qui vienne te la voler. Alors finalement pourquoi on pourrait pas faire pareil avec n'importe quelle propriété privée aujourd'hui? Question de Ténébrus Gaming, est-ce qu'il y aura d'autres musiques techno-révolutionnaires? Mais carrément qu'il y aura de la techno-révolutionnaire, gros. La techno, en fait, je kiffais déjà ça. J'allais très souvent en teuf pendant une période et je crois que j'ai enfin compris pourquoi j'aimais tant ça. Parce qu'en fait, il y a énormément de liens avec la musique trad. Pour moi, les free parties, c'est tout simplement la suite des balles folk. Je m'explique.
C'est une musique festive déjà, c'est souvent anonyme donc c'est diffusé un peu partout et du coup ça appartient à tout le monde. On retrouve un peu ce truc de... Il n'y a pas de frontière là, entre le public et l'artiste parce que le DJ lui-même fait partie du public. Il n'est pas embauché par un organisateur à 2 balles là, de gros festivals. C'est souvent joué dans des zones occupées et autogérées. Ça fonctionne beaucoup sur du bouche à oreille. Du coup, ça fait vraiment de cette musique une musique anticapitaliste. Du coup, pour moi, la techno, c'est vraiment une musique révolutionnaire de base. C'est autant musicalement que politiquement. En fait, c'est la suite du punk. Si le punk avait été né dans les années 90-2000, ça aurait pas été du rock. En fait, ça aurait été de la techno. C'est pour ça que je dis le rock est mort, mais le punk, il mourra jamais, lui. Tu le mets dans le turfu, le truc, c'est de la techno ou du rap. Tu le mets dans le passé, c'est la musique trad et les troubadours. Et c'est pour ça que même aujourd'hui, je considère que ma musique, c'est du punk. T'écoutes quoi? T'écoutes Atelier Anarconia? T'écoutes du punk? On a une question de Craig Lobrez qui me demande s'il y a des connexions avec les Ramoneurs de Menhir et qui est allé à leur concert là du coup. Ah, les Ramoneurs de Menhir. Oh, j'adore ce groupe. Et les Berus, évidemment. Loran, putain, je le kiffe ce mec. C'était un de mes profs au lycée, pas Loran, mais mon prof au lycée qui était Antifa et qui me les avait fait découvrir. D'ailleurs, tout ce qui était de la musique celtique engagée, en fait, c'est lui qui m'a fait découvrir ça. Donc j'ai commencé la musique celtique par le punk, moi. Je pense que c'est même un des groupes qui m'aura le plus inspiré. Et je me souviens, quand j'étais plus jeune, avec mes potes, on voulait faire comme eux. Alors après, nous, c'était un peu foireux. Mais même si on s'éclatait bien, en tout cas, ce serait vraiment un truc de ouf si un jour j'arrive à faire un morceau avec eux. Et en tout cas, sinon, j'espère que le concert était cool. Putain, ça devait être épique. En tout cas, merci mec. Alors LC me demande quelle est la signification du logo de la chaîne. Le logo de l'atelier Anarconia, objectivement, il représente un arbre avec une plume, une clé de sol et une clé tout court qui se croisent. Mais alors, que veut dire tout ça ? Eh bien, la signification officielle de l'atelier, disons que c'est un arbre qui serait alimenté par la musique et l'écriture, parce que nous on est là pour vous donner une seconde vie, d'où l'arbre, symbole de vie, donc par le folklore, parce qu'on estime que c'est super important le folklore. Il faut bien avoir un idéal si on veut avoir une chance d'avoir un monde meilleur, et justement ça, il y a plein de penseurs anarchistes qui le disent, Jacques Ellul disait par exemple qu'il faut bien une morale si on veut avoir une société stable anarchiste. Mais il y a plein de penseurs actuels qui disent que si on n'a pas les armes nécessaires pour faire la révolution, autrement dit si la lutte ne marche pas, parce que les gens sont découragés, qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord ou qu'ils ont peur des violences policières, ce que je peux comprendre totalement, en fin de compte la seule arme qui nous reste c'est la culture. Donc l'art, l'éducation, la philosophie et bien sûr le bouche à oreille, enfin tout ce qui touche à la morale. Et finalement, est-ce qu'elle serait pas là la clé de la révolution ? Moi je le dis très sincèrement, j'ai un putain de respect envers les activistes qui pratiquent déjà l'anarchie. Mais vraiment, sincèrement, je parle des gens qui entretiennent des lieux collectivement et qui permettent aux plus précaires d'avoir une vie digne et qui en plus de ça arrivent à se défaire de l'emprise du système. Ces gens-là, franchement, je leur dis chapeau pour leur courage. Mais aussi, surtout, merci parce qu'en fait ils sont la preuve qu'un système anarchiste pourrait marcher et que c'est pas juste un truc utopique. En fait c'est comme toute forme de lutte, il faut appliquer de force son idéal, il faut pas attendre que le changement il vienne de l'État, parce que l'État c'est de la merde, c'est un truc qui se nourrit de la crédulité des gens, alors qu'on pourrait très bien foutre tout ça à la poubelle. L'État n'existe pas, c'est comme Dieu, faut mettre ça dans la putain de tête des gens parce que le jour où plus personne ne croira en cette merde, l'État va mourir pour de bon. Et là, on sera libre. Les gars, on a fait ça avec Dieu, merci Bakounine. On peut très bien le faire avec l'État et le capitalisme. Prenons les armes tout de suite. Et c'est comme ça qu'on désaliène les gens. Moi franchement je dis bravo aux homosexuels qui le montrent fièrement, qui s'embrassent dans les rues alors que c'est super dangereux, parce que c'est grâce à des gens comme ça que les mentalités elles changent. Moi je me souviens il y a 15 ans, un homosexuel qui se faisait tabasser dans la rue juste à cause de sa sexualité, ça faisait réagir personne. Et voire pire, ça faisait même marrer des gens. Aujourd'hui, vous voyez bien qu'il y a des rues où c'est plus le cas. Ça fait de plus en plus réfléchir les gens. Et il faut avancer comme ça, les gars. Faut avancer comme ça. La révolte, faut la pousser plus loin tous les jours, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune miette d'injustice. La hure, du coup, je viens de me rendre compte que j'ai déjà un peu répondu à ta question avec la précédente, parce que tu m'avais demandé quand prendre les armes. Écoute, pour moi, clairement, c'est maintenant. Mais c'est pas les armes dans le sens poser des dynamites partout. Ça, voilà, c'est marrant, c'est symbolique. Mais en vrai... il faut bloquer le pays. Il faut que tous ces capitalistes de merde crèvent dans leur propre jeu. Et pour ça, faut faire la grève partout. Faut arrêter de nourrir ces gens-là, putain. Reprenons possession de nos biens, bordel de merde. Exproprions tous ces salopards qui vivent de nos malheurs. Parce que
En fait, leur puissance, elle n'existe pas. Et là, je m'adresse même aux flics, s'il y en a sur la chaîne. Arrêtez de les servir, ces putains de traîtres, parce que sans vous, ils sont absolument rien, ces gens-là. C'est même pas des humains, en fait. Tout ce qu'ils ont, c'est du pognon. Mais le pognon, c'est de la merde. C'est un bout de papier, tu vas dans la nature, ça te sert à rien. La dernière question nous vient de Hurty Correns. Donc bonjour à toi Troubadour, est-ce que tu chantes pour maintenir le folklore et raconter les luttes et la grande histoire des opprimés pour la retransmettre et ne jamais l'oublier, ou est-ce que c'est pour donner du courage dans les luttes en cours et à venir? D'ailleurs, luttez-vous encore ou vous avez perdu l'espoir? Amicalement, un compagnon travailleur des champs. Salut Hurty Correns, je vois qu'on a un point commun parce que moi aussi je bosse dans les champs et ça fait super plaisir de voir un collègue par ici. Alors écoute, je pense que tu as déjà un petit peu répondu à la question finalement. Donc oui, effectivement, le folklore, super important. Pour moi, ça permet de tenir un idéal. Et l'idéal, c'est indispensable si on veut changer le monde. Je dis pas que c'est facile. Je dis pas que le monde il va être parfait le jour où il y aura une révolution anarchiste mondiale. Mais grâce à l'idéal et grâce à la morale, on peut toujours tendre vers la perfection et oser me dire que c'est impossible alors qu'il y a 2000 ans, le christianisme a changé le comportement de milliards de personnes sur plusieurs générations. Si le christianisme l'a fait, on peut très bien le faire avec l'anarchie. Donc ouais, le folklore c'est super important. C'est plein de petits programmes politiques là qui nous sont offerts par les anciens. C'est notre patrimoine. Après, j'en ai rien à foutre que ça valorise la nation. Moi, c'est le fond qui m'intéresse. Moi, perso, je dis que ça devrait être obligatoire de se renseigner sur notre histoire parce que c'est là qu'on voit les solutions, mais c'est aussi là qu'on voit les failles. Les révoltes, si elles n'ont pas marché, c'est qu'il y avait une raison. C'est toujours parce qu'il y a un truc qui manque dans l'organisation. Mais ça, on peut que le savoir si on se renseigne sur l'histoire. Maintenant, évidemment qu'il y a un but d'encourager la lutte, parce que moi, personnellement, j'aimerais bien que dans 300 ans, on se rappelle qu'il y avait des gens qui se battaient pour un monde meilleur, et que les gens découvrent qu'en fait, c'était une tradition encore plus ancienne, la tradition de l'insoumission, qui en fait a été balayée par les dominants, parce que tu connais, l'histoire a été écrite par les vainqueurs, et ça, je pense que c'est un problème. Parce qu'en fait, le communisme, moi, je pense que c'est un truc qui date depuis le début de l'humanité. Et c'est juste qu'en fait, à chaque fois qu'il y a des gens qui ont voulu essayer, on a effacé leurs traces. Donc on n'imagine pas le nombre de révoltes qu'il y a pu avoir dans l'histoire. Voilà, ça c'est des choses qu'on ne saura jamais du coup. Et ça, je pense que c'est une faiblesse. Il faut montrer que nous, on n'est pas seuls avec nos luttes à notre époque. Moi, je pense que revaloriser les luttes de l'époque, d'une certaine manière, ça légitime les nôtres. J'ai pensé à ta question l'autre jour parce que justement, j'ai fait un exposé il n'y a pas longtemps sur le chant pendant la Commune et la Révolution française. Et en fait, c'est ouf parce qu'on découvre à quel point chanter, ça façonne le paysage politique. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus si ça vous dit. Pour ta dernière question, pour ma part, je peux comprendre totalement qu'on puisse être démotivé des manifs. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois, c'est toujours le même scénario. C'est des camarades qui vont lutter, qui se font gazer par les keufs. Et à la fin, l'État, tout ce qu'il retient, c'est qu'il y avait des black blocs qui ont cassé dans un McDo. Donc forcément, ouais, c'est putain de décevant. Et quand je vois des camarades qui en ressortent blessés, voire tués, en fait, ça m'énerve parce qu'on se sent impuissant face à ça, alors qu'on a tellement de raisons de se révolter dans ce putain de système. Donc ouais, je comprends totalement que les manifs, ça donne plus envie aux gens. Mais à vrai dire, pour ma part, la manif, je vois pas forcément ça comme un acte qui va nous libérer. En fait, je vois plus ça comme un acte de résistance. Moi, je pense que dans tous les cas, il faut continuer à manifester parce que quelque part, juste le fait d'être présent, c'est montrer qu'on est là, comme le dit la fameuse chanson. Donc c'est pour montrer aux gens qu'il y a bien une opposition et qu'elle est grande. Il faut jamais qu'on fasse croire au gouvernement qu'il a gagné quand il fait passer des 49-3. Parce que ces gens-là sont en train d'insulter vos libertés, ils piétinent la démocratie, c'est un putain de manque de respect pour les citoyens qui travaillent honnêtement. Donc jamais il faut cesser de résister. Et je dirais même que ça devrait être obligatoire de résister. Et croyez pas que je parle du vote, parce que le vote on s'en bat les couilles. Nous on veut du concret. C'est surréaliste de laisser des gens cracher sur la démocratie. La démocratie c'est ce qu'on a de plus cher. Et tous les gens qui l'entravent, ils devraient être punis ces gens. Qu'est-ce qu'ils foutent encore là? Après pour la révolution, moi honnêtement je vous le dis, je mise plutôt sur la grève. Parce que c'est pas complètement pareil. Si la manif c'est la manière de montrer qu'on est là, la grève c'est la manière de se débarrasser de l'État. Avec la grève tu ne fais plus marcher l'économie. Et là oui, à une très grande échelle, ça va vraiment avoir un impact sur l'État. Et c'est comme ça qu'on va renverser le capitalisme. L'État, c'est de ça qu'ils ont peur en fait. C'est qu'un jour, tout le monde prenne conscience qu'on peut créer un monde sans eux. Et c'est pour ça qu'il faut continuer la lutte. Il faut aller en manif et pratiquer l'anarchie. C'est notre meilleure chance, sinon la grève, elle aura aucun impact. Et bah voilà, du coup les
camarades, je pense qu'on a fait le tour des questions. Je remercie au passage Edan qui n'a pas envoyé de questions mais qui m'a fait un compliment. Ça fait toujours plaisir. Et t'es carrément le bienvenu. Hein. Voilà, comme vous avez pu voir, je suis un idéaliste. J'ai beaucoup d'espoir, hein, il en faut. Finalement, il est peut-être là, hein, mon point commun avec Antoine de Troyes. C'est aussi une sorte d'utopiste à sa manière. Hein. Je dis ça parce que je viens de me rendre compte que j'avais oublié de répondre à ta deuxième question, redoutable Polochon. Putain mec, ton nom je m'y ferai jamais. Tu me fais penser à un son que j'avais fait une fois qui s'appelait Goulash des Ténèbres. J'étais complètement bourré évidemment. Bientôt peut-être qu'on se fera un goulash de capitaliste hein, sur son lit de pommes de terre. Bon en tout cas les amis, ça fait super plaisir. J'espère que ça vous aura plu. C'était vraiment cool d'échanger avec vous. Il y avait des questions vraiment très intéressantes. N'hésitez pas à vous exprimer vous aussi dans les commentaires, hein. Je serais très curieux de voir vos opinions. Et on se retrouve à une prochaine. Allez, ni Dieu ni maître, et vive la commune d'Anarconie. Bon, ça s'est posé avec du bon pinard et des olives là devant un bon feu. Vous croyez quand même pas que j'allais vous laisser partir sans écouter ces petites surprises, hein. Vous êtes restés jusqu'au bout, ça mériterait bien un petit cadeau ça. Maknovchina, Maknovchina, tes drapeaux sont noirs dans le vent. Ils sont noirs de notre peine. Ils sont rouges de notre sang. Ils sont noirs de notre peine. Ils sont rouges de notre sang. Par les monts et par les plaines, dans la neige et dans le vent, à travers toute l'Ukraine, se levaient nos partisans. À travers toute l'Ukraine, se levaient nos partisans. Maknovchina, Maknovchina, armée noire de nos partisans, qui combattit en Ukraine contre les rouges et les blancs. Qui voulait chasser d'Ukraine à jamais tous les tyrans. Bougez pas parce que j'en ai une autre juste après. Sous un drapeau rouge, je naquis un jour. Les premiers mots qui sortirent de ma bouche, c'était mort aux flics, aux tyrans et aux bourges. Le capitalisme est en fin de parcours. Joyeux enfants de la Bourgogne, levez vos deux mains, nous vaincrons, reprenons nos biens et terres, et que vive la révolution. Et la jeunesse, la jeunesse emmerde le Front National. Et tout le monde, et tout le monde, et tout le monde déteste la police. Et la Bourgogne, et la Bourgogne, et la Bourgogne emmerde les nazis. Et que triomphe, et que triomphe, et que triomphe la paix et l'anarchie. Vive la Bourgogne!